On va commencer le sujet. Il y aura beaucoup de sujets intéressants. On a expliqué hier, on a fait une introduction. On a dit que l'auteur principal de Masechet Midot, c'est le Tana Rabbi Eliezer ben Yaakov. Sur Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est écrit dans le traité Gittin, Mishnato Kav Venaki. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a eu le mérite, il écrit dans les Mefarshim que des halachot Kav, c'est 102 en hébreu dans le chiffre numérique. Il y a eu 102 endroits principaux où la halacha est comme lui. Et Kavenaki, c'est une expression de dire que ces Mishnayot sont très clairs. Qui est l'auteur de Masechet Tamid? Selon Rashi dans Daf Yudret, on va voir Rashi dans son commentaire, il dit là-bas que c'est Rabbi Yehuda. En tous les cas, la Gemara, elle veut renforcer cette idée que l'auteur principal à qui il faut faire cas, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, et c'est lui l'auteur de Masechet Midot. Autre temps de cette preuve, quand on va avoir cette preuve, on apprendra d'autres halachot et je vais détailler encore des choses du Beth Amikdash que peut-être vous ne saviez pas. Alors, Amar Ravuna, il a voulu dire Mantana Midot, qui est l'auteur du traité Midot. Vous voyez, c'est dans Daf Tetzain, Hamoud Aleph, la 6e ligne d'en haut. Amar Ravuna, Mantana Midot, Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, Detnan, Azarat Nashim. La Azarat Nashim qu'on a expliqué, je vous ai expliqué qu'il y avait Azarat Nashim, ensuite Azarat Israël, ensuite Azarat Kohanim, ensuite Echal. Dans la Azarat Nashim, elle faisait 135 amot de longueur sur 135 amot de largeur. Combien c'est la Hama? Débat entre Chazon Ish et Rabbi Chaim Naeh. Nous, on considère Rabbi Chaim Naeh à peu près 50 cm. Selon le Chazon Ish, c'est 60 cm. D'accord? Alors, on va faire Rabbi Chaim Naeh, on va partager en moitié. Ça va nous faire 67,5 mètres de longueur sur 67,5 mètres de largeur. Ça va nous faire une surface à peu près plus de 4500 mètres carrés. Beaucoup plus grand qu'une salle de mariage, que ce que vous voulez. D'accord? C'est grand. C'est vraiment grand. Maintenant, dans cette Azarat Nashi, il y a 4 chambres, 4 petites salles. Quelles sont les salles? Alors voilà, voici les salles. Alors on a Umayum Shamshot, Dromit Mizrachit, היא הייתה לשכת הנזירים, ששם נזירים מבשלים את שלמיהם. C'est un endroit spécial pour les nazirs. Et là-bas, ils vont cuire leur korban shlamim. C'est quoi? Je rentre dans le détail du nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui a juré minimum 30 jours de ne pas consommer du vin, tout ce qui sort du vin, de ne pas s'approcher des morts et de ne pas toucher ses cheveux. Stam Nézirut, minimum de la Nézirut, c'est 30 jours. Le nazir, quand il a envie de défaire, de casser cette Nézirut, il est censé à venir au Beth Amikdash et à amener 3 korbanot. Keves, un keves femelle comme korban khatat, un keves mâle comme rola, et un bélier, un gros mouton, chez l'ami. Maintenant, khatat et rola, ça se brûle sur le feu, sur l'autel. Chez l'amim,
il se fait cuire dans une grande, grande casserole. Et quand il est en train de cuire dans cette grande casserole, il y a un coiffeur qui vient derrière le nazir, il commence à lui couper les cheveux. Il prend les cheveux et il les met dans le feu qui alimente la casserole où le bélier est en train de cuire. Quand il a fini, il donne une partie chazé, il y a un débat chazé et choc, et le Kohen a besoin de le prendre, les hanif ototenufa lifne Hashem, et il faut le travailler. Donc, avec ça, il va amener encore 10 pains qui sont matzah, qui ne doivent pas avoir du chametz, et encore 10 autres pains qu'on casse, comme des rekikim. Ça, c'est le korban nazir. Ce korban nazir, comme c'était indispensable, on avait besoin de mettre les cheveux dans le feu pour les shlamim, on ne peut pas lui dire va cuire les shlamim dans la ville et viens avec. Non. Donc on avait besoin d'une salle qui était faite pour les nazirim. Il faut savoir que le nazir aujourd'hui n'est pas du tout fréquent. Mais à l'époque, le nazir, pratiquement tous les juifs, surtout dans l'adolescence, ils sont tous passés par là. À un moment, il est nazir. Nazir, c'est un moment où le jeune homme, il a peur d'être influencé par les mauvaises fréquentations. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se prive du vent, il coupe pas ses cheveux, il ne veut pas être beau, il ne veut pas sortir dehors avec ses amis. Il ne va même pas dans des rassemblements familiales qui concernent un décès. Il est éloigné de tout le monde une période. Nazir, c'est que pour la femme, c'est que pour l'homme, pardon. Non. Pas les femmes. Même une femme, si son mari il est d'accord, elle peut être Nézira. Ou on voit une femme, la maman de Shimshon. Mais plus que avant la maman de Shimshon, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Ish o isha ki azir neder linzor ladonai. Même une femme peut être Nazir. Cette pièce-là qui était là, c'était pour les nazirs, hommes et femmes, dans les Radachim. Oui, elle rentre là-bas, c'est elle a une Néziroute, oui. C'est là une Néziroute, on lui coupe, on lui tond les cheveux, évidemment avec sniout, etc. Et on met dans le feu. Et qu'est-ce qui lui coupe les cheveux? C'est le Cohen aussi? Une coiffeuse. Ah, pas le Cohen. Même c'est jamais le Cohen qui coupe les cheveux. Ah, je pensais le Cohen qui coupait les cheveux. C'est Vegila Hanazir et Nizro. C'est à lui, il peut même se tendre tout seul s'il veut. D'accord. Du moment où il coupe les cheveux, même s'il coupe une petite bouclette, ça y est, c'est fait. Il a cassé sa Néziroute en faisant ça. Il n'y a pas une quantité. Il y a avec Guillard, il enlève, mais combien? On ne demande pas de couper à ras. Donc ça, c'est la première, donc c'est la Lishkat Nézirim. Elle se situait où? Elle se situait au sud-est, Keren Deromit Mizrachit. ששם נזירים מבשלים את שלמיהם, ומגלחין שערם, ומשלחין, ils jettent les cheveux, tachat hadoud, où c'est en train de cuire la viande. Ok. Deuxième salle qu'il y avait là-bas, une petite salle, Mizrachit Sephonit, dans le côté est-nord, qui est-nord, on a là-bas la Lishkat Diraetim. Diraetim, c'est le bois qu'on amenait au Beth Amikdash pour les sacrifices. Il devait être un bois de qualité. Et qui c'est qui faisait le tri du bois et qui le préparait? C'était des Kohanim qui avaient un handicap. Ils ne pouvaient pas travailler et servir au Beth Amikdash. Pour ne pas les vexer et les mettre dehors, on fait ce que l'armée fait aujourd'hui en Israël. Il y a des enfants avec des handicaps. L'armée, elle veut leur donner le sens qu'ils sont toujours là pour donner à la société. On les recrute et ils font des tâches, des bureaux, ils préparent des choses, ils font des choses. Mais ils ont sur eux les habits de l'armée. Pareil au Beth Amikdash, ils portent les habits du Kohen quand ils rentrent. Ça leur fait plaisir, mais ils ne peuvent pas servir. Mais ils sont là pour trier le bois. Le bois, ce n'était pas comme ça. Le bois, beaucoup de fois, il est véreux. Quand vous prenez du bois pour allumer
pour allumer un four, vous voyez, des fois on voit les traces, les mythes, etc. Donc, ils avaient à contrôler chaque bois. Si le bois était humide encore, il faut savoir qu'on ne met pas au Beth Amikdash du bois humide pour ne pas faire de la fumée. Quand vous voulez faire celui qui a besoin de mettre du bois à la maison, il a une cheminée, il veut chauffer la maison, toujours, tu achètes le bois, tu le gardes dans ta cave en été, tu peux bien sécher. Il faut que ça passe 1 an au moins sur le bois pour que toute l'humidité elle s'en va. Et puis après, tu l'utilises. Des fois, il n'y avait pas de stock de bois, il manquait. Donc des fois, tu es obligé de prendre même du bois humide. Le problème du bois humide, c'est qu'il fait énormément de fumée. Tout bois qui est humide, il lâche de la fumée. Alors quand le bois était humide et il voyait un signe de, de, de mythe ou de verre là-dedans dans le bois, il jetait le bois. Il enlevait de là-bas. Et s'il était sec, ils avaient comme des petits cutters, ils nettoyaient, ils enlevaient toute la trace où le verre est rentré. Ils creusaient dans le bois et ils enlevaient complètement. Quand ils voyaient que le bois est intact et propre, ben, c'était valable pour pouvoir l'utiliser au Beth Amikdash. Donc c'était un sacré travail, c'était un atelier. Cet atelier, il s'appelait Lishkat Beth Ha'etzim. Il se situait aussi dans la Hazarat Kohanim. Troisième salle qu'il y avait là-bas, c'est Lishkat HaMetzoraim Bitzfonit Ma'aravit Haïta Lishkat HaMetzoraim. C'est quoi cette Lishka? Un Metzora, la Torah nous dit comme ça. Après qu'il a guéri de sa lèpre, c'est écrit dans la Torah, bon, on a un Metzora Mousgar, un Metzora Mouchlat. Il y a des définitions. Comment un lépreux il devient lépreux? Ça, on le connaît. Quand il devient Tahor, la Torah nous dit, il a besoin d'abord de lui asperger sur lui de l'eau de source. Ensuite, de lui raser les cheveux et les poils. D'accord? Ensuite, il fait mikvé. Après, il compte 7 jours de pureté, de propreté, comme une femme nida, exactement comme elle. Et après, il recoupe, il rase encore une fois les cheveux qui ont poussé pendant ces 7 jours et il fait son mikvé. Maintenant, même après tout ça, il s'appelle dans sa définition Taor, mais il s'appelle Mechoussar Kippourim. Il n'a pas encore amené sa kapara au Beit Amikdash pour le rendre pur, comme une yoledette. Tant qu'elle n'a pas amené son sacrifice, il s'appelle Mechoussar et Kapara. Un homme qui est Mechoussar Kapara, il n'a pas le droit de rentrer dans la Hazarat Israël, que dans la Hazarat Nashim. On a dit Hazarat Nashim, Hazarat Israël, Hazarat Kohanim. Le Mechoussar Kippourim, dans sa définition, il peut avoir accès uniquement dans la Hazarat Nashim. Donc, il arrive là-bas, ce Kohen arrivait là-bas dans la Hazarat Nashim, pour pouvoir lui asperger, pour pouvoir le raser, pour pouvoir contrôler. Et il avait un endroit où il attendait là-bas. Il y avait une salle d'attente qui était spécifiée pour les Metzoraim, car ils ne peuvent pas rentrer dans la Hazarat Israël. Le Kohen, il peut venir les questionner là-bas. Ils n'ont plus des symptômes de Tzarat. Donc, ils avaient leur endroit là-bas. Et qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? Alors, il amenait les korbanot. Le Metzora, il amène, qu'est-ce qu'il amène? Il amène un mouton comme korban hacham, une femelle de mouton comme khatat, et un autre mouton mâle pour korban ola, et il amène une quantité d'huile, log shemen. Après qu'on a égorgé le korban hacham, après le hacham, le premier korban, qui est un korban hacham, le lépreux, il fait rentrer sa tête dans la Hazarat Israël. Il se trouve dans la Hazarat Nashim, et c'est pour ça que si vous allez voir, vous allez bien voir le mur de la Lishkat Metzoraim, il touche le mur de la Hazarat Kohanim. Oui, il va faire rentrer sa tête, lui, pas chez les Kohanim, dans la Hazarat Israël. Le Kohen,
il va lui mettre un tout petit peu de sang sur cet endroit de l'oreille, vous voyez, sur cet endroit Tenour Oznoa Yemanit, on lui met un peu de sang ici, sur cette partie dans l'oreille, d'accord? Ensuite, le Metzora, il fait rentrer sa main dans la Hazarat Israël, il tend sa main, et le Kohen, il va lui prendre le Bohen Yado Aymanit, il va lui mettre du sang, il retire sa main, et ensuite, il fait rentrer son pied, et pareil, il lui fait dans le pied, dans le doigt, il lui met. Après, il retire et il redonne encore une fois son oreille et on lui met de l'huile qu'il a amenée un peu sur l'oreille. Après, on lui met de l'huile sur la main et l'huile sur le pied. Le reste d'huile qui reste du louk sheben, le Kohen lui verse sur la tête. D'accord? Il lui verse sur la tête. Alors, et après tout ça, normalement, il avait le droit de rentrer dans la Hazarat Israël. Quand même, il faut savoir qu'avec tout ça, nos sages se sont dit comme le process de la purification du lépreux, elle est compliquée. On lui rase, et il y a 7 jours, et encore une fois mikvé, et encore une fois. Pour s'assurer qu'il a tout bien fait, ils lui ont donné encore un jour de dire que tu ne peux pas rentrer dans la Zarat Israël, sauf si tu vas au mikvé le soir, pour s'assurer que tout a été bien fait. Et il recontrôle tout ça pour garder la pureté du Beth Amikdash. Par contre, et là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ce Cohen, ce lépreux, quand il est arrivé, il a fini tout son processus. Ben, il avait dans la Lishkat Metzoraim, dans cette salle, il y avait encore une petite chambre dedans où il y avait un mikvé, où ce lépreux, il pouvait rentrer et il trempait pour faire cette purification spéciale que nos sages lui ont demandé de rajouter. Donc, pour eux, pour s'assurer que tout a été bien fait, il fallait que ça soit sous contrôle, que ça soit proche du Sanhedrin, que ça soit proche de l'endroit où se trouve la Lishkat Agazit, où se trouvent les Chachamim. Et vous voyez que tout s'est bien fait. Donc là, ça aussi, cette Lishka des Metzoraim, elle se situe dans la Hazarat Nashim. OK? Maintenant, on a Maharav Darom, que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Shachachti ma haïta meshameshet. Je ne me souviens pas exactement à quoi il servait. C'est pas qu'il ne se souvenait pas. Il avait peur de se tromper dans la définition exacte. La Gemara, elle dit toujours dans le traité Brachot, quelle est la meilleure réponse quand on te pose une question? Vous savez, il y a des gens qui pensent que la meilleure, la meilleure réponse pour surtout des hommes du métier, des avocats, des médecins, dès qu'il y a quelqu'un qui lui parle, il dit oui, je vois de ce que tu parles, j'avais lu des articles là-dessus. Bon, j'ai pas ça clair dans ma tête, mais je connais le sujet. Pour ne pas se faire passer pour un ignorant. Non, beaucoup de fois, il y a des gens. La Gemara, elle te dit non, monsieur. Rappelle-toi, dis toujours, je ne sais pas, je ne connais pas. D'abord, si tu lui as fait dire que tu connais, il va te reposer la question 2 fois et 3 fois. Alors, tu as eu le temps de voir, alors, je ne connais pas, je ne sais même pas de quoi tu parles. Lamed leshoncha lomar eneni yodea. C'est intéressant, hein? Vous savez que Rabbi Akiva Iger, sur le Talmud, il y a un endroit, Rachid, dans un endroit, il dit « Je ne sais pas le pirouche ». Rabbi Akiva Iger, il cite tous les endroits du Talmud où Rachid dit, et dans le Eneni Yodea pirouche. Vous savez combien de fois Rachid dit dans la Torah Eneni Yodea? Plus de 50 fois. Rachid dit « Je ne sais pas ». Vous imaginez? Maintenant, Rachid, il aurait pu ne rien dire. Dire celle-là, elle est tellement simple que je ne l'ai même pas commenté. Et le pauvre monsieur, quand il ne comprend pas c'est quoi, il dit ah, mais je suis un tellement grand idiot. Si Rachid n'a même pas écrit le commentaire, ça veut dire qu'il n'a même pas trouvé, c'était tellement simple. Non, Rachid tient à te dire, je ne sais pas. Extraordinaire. C'est un ava de Rachid. Et Neni Yodea, toujours avoir cette facilité
dans la bouche de dire je ne sais pas de quoi il s'agit, je suis désolé, je ne connais pas. Ça amène plus de kavod à l'homme qu'on rende compte de dire et d'essayer de penser que ça ressemble plutôt à quelque chose qu'il connaît et de dire à son client ou à celui qui lui a posé la question quelque chose qui est tendu. Après, il va aller voir, il va voir que ce n'est pas valable et il va le salir. Il va dire moi, j'ai fait ça suite à ce qu'il m'a dit et voilà, il ne s'y connaît rien, etc. Donc, vous êtes toujours un sujet, même que tu connais quelque chose, mais tu as un doute, le plus facile de dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est une règle qui vaut de l'or. Alors, il dit Eneni Yodea, je ne me rappelle pas, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il avait un doute, il a préféré dire, comme il avait un doute exactement qu'est-ce qu'il y avait là-bas dans tous les détails, je ne sais pas. Il est venu à Abba Shaoul, un sage de l'époque, et il a dit Ba Ayun Notnim Yain Veshemen. Là-bas, on gardait l'huile qui servait pourquoi? Pour l'allumage des bougies. C'est une huile qui devait être gardée avec des règles de pureté. Chaque fiole, et c'était des fioles en terre cuite, et était scellée, fermée avec de la cire ou une autre chose au-dessus. Et il y avait un pinceau dessus, tampon du Kohen Gadol, comme quoi cette bouteille a été certifiée, comme quoi les olives ont été cueillies par des Kohanim théorim, ont été travaillées depuis le début du processus jusqu'à la fin, en pureté, ont été gardées de tout contact avec reptiles, etc., elles étaient fermées pour ne pas pouvoir recevoir de l'impureté. Il y avait ça. Ensuite, il y avait l'huile qu'on utilisait pour les offrandes, l'huile qu'on gardait pour la kétorée, et le vin. On utilisait beaucoup de vin au Beth Amikdash, pas pour boire, pour verser sur les corbanes. Avec chaque corban, il est accompagné d'offrandes de semoule, de pain avec Ike Matzot, l'Achmetoda, etc. Et en même temps, il y avait un trou qui était à côté du misbéach, où on versait du vin. Yain Nensachim. Regardez dans les corbanotes, vous allez voir, toujours Yain, Velog Yain, Veshpelog Yain, Yain Reveritaïn, etc. Il y a du vin. Donc il fallait garder tout ça. C'était gardé là-bas. C'est dans cette salle. Donc ça, c'est Abba Shaoul et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et il a dit Shacharti, parce qu'il ne se rappelait pas. C'est-à-dire, maintenant, alors, quelle est. Maintenant, ok, ça on a compris. Quelle est la preuve de cette Mishnah que l'auteur de Maseret Midot, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov? Que si vous voyez au début de la Mishnah, il n'est pas écrit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Il est écrit Ezrat Nashim, elle était comme ça. Dans la Ezrat Nashim, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et tout d'un coup, quand on arrive dans la dernière chambre et on veut savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas, Rabbi Eliezer ben Yaakov vient, il te dit Shacharti. Qu'est-ce que la Mishnah est là à nous enseigner en disant, tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Tel rabbin, il a oublié. C'est ça ce qu'on va enseigner, qu'il a oublié. De là, tu comprends que qui c'est le terme principal de tout le traité? Lui. Si lui, il dit Shacharti, c'est-à-dire que tout le reste, il s'est rappelé. De là, on comprend que tous les textes mentionnés dans ma Maseret Tamid, il n'a pas un nom d'auteur dessus, Rabbi tel Omer, Rabbi autre Omer, c'est toujours Rabbi Eliezer ben Yaakov. On a compris la preuve? Ça, c'est la première preuve que cette Mishnah, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Abba Shaoul Omer, Ba, Yunotim Yain, Vehi, Aïta Nikret, Bishkel Bet Shammai. Ok. La Gemara, elle amène une autre preuve que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'auteur de Masechet Midot. Achinami Mistabra. Oui, c'est vrai, il s'avère que c'est lui l'auteur. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans le même traité de Midot une Mishnah avant celle que j'ai mentionnée maintenant,
Detnan, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Kol aktarim shehayu sham, hayu gvoin. Vous savez quelles les salles qui étaient dans ces chambres, quelle hauteur elles étaient? Alors, comprenez, rien que les portails, déjà les portails qui étaient pour les accès, vous savez quelle hauteur elles faisaient les portails, les portes? Devinez, combien de hauteur elles faisaient les portes? 30 mètres. 10 mètres d'auteur les portes, les portes. Vous savez que ça veut dire 10 mètres, vous connaissez? Vous avez vu une fois de votre vie une porte qui fait 10 mètres d'auteur? Moi, je n'ai jamais vu de ma vie une porte qui fait. C'est 4 étages. 3 étages, ouais. Avec les 3 étages et demi, carrément. C'est énorme. Moi, je n'ai jamais vu de ma vie une porte. J'ai vu des belles portes à Paris. Des grandes portes énormes qu'on ne voit pas ici aujourd'hui en Israël. Mais combien elles font? 4 mètres, 5. Tu veux faire une belle porte qui impressionne. Fais une porte qui va aller à 5 mètres. Un portail qui fait des portes fixées dans les murs, hein, on parle. On ouvre. Alors, imaginez-vous dans la mesure, dans la beauté, dans la notion esthétique. Quand tu mets dans un mur une porte, le mur proportionné au plafond, combien il fait? Il faut rajouter. Donc, forcément que les plafonds étaient de 15 mètres minimum. Tu fais encore. Sur la porte, il y a un tiers entre une porte standard aujourd'hui, par exemple. Dans un appartement, disons, on a 3 mètres sous plafond. Un bel appart. Oui. En Israël, le standard aujourd'hui, il est 2,70. Mais ça, c'est le standard de construction. Tu ne peux pas faire plus petit que ça, plus bas. Tu peux faire entre 2,50 et 2,70. Mais tu peux arriver jusqu'à 3 mètres, 4 mètres sous plafond. En France, dans les Haussmanniens, on a des sous-plafonds 3 mètres et demi, 3 mètres 70, 4 mètres. D'accord. Même sur 4 mètres, tu fais une belle porte, 10 ans, admettons, elle arrive à 2,40. C'est-à-dire que du plafond à la porte, tu as encore quand même 1,5 mètre pour la proportion, pour que ça paraît beau. Donc, que tu comprends de là, que quoi? Que si les portes, elles faisaient 10 mètres de hauteur, forcément, qu'on a au-dessus minimum encore 5 mètres, minimum. N'est-ce pas? Donc, on se retrouve avec 15 mètres de hauteur sous plafond. 15 mètres de hauteur sous plafond. Alors, c'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Kol aktarim shehayu sham. Les murailles, les murs de la Hazara, hayu gvoin, ils étaient très hauts. Chutz, sauf lequel? Mikotel mizrahi, le mur du Mizrach, que de là-bas, c'était l'accès au Harabait et à la cour qui était devant la Ezrat Nashim. Quand on rentrait de là-bas, vers l'esplanade. Et de là-bas, on passait à la Ezrat Nashim, de là-bas à la Hazarat Israël, qui est la Hazara Gedola, et la Hazarat Kohanim. En fait, là, il y a une petite Hazara qui s'appelle Hazarat Nashim. Il y a une grande Hazara qui est une partie d'elle, c'est la partie d'Hazarat Israël, et la deuxième partie du même endroit, c'est Hazarat Kohanim. C'est-à-dire jusqu'au Misbéach, l'endroit du Misbéach, tout le monde a le droit de rentrer. Mais aux limites du Misbéach, il y avait un trait spécial qui passait sur le sol et les gens, ils savaient, on s'arrête là-bas. Et pourquoi ils ont baissé la muraille dans cet endroit et des portails? Pourquoi c'était plus bas? Parce que le Kohen qui brûlait la vache rousse, quand on avait la vache rousse à préparer, il fallait brûler, préparer la vache rousse où? Dans le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, je ne parle pas maintenant en bas du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, il est énorme, il est d'en haut jusqu'en bas. Pas? Le Kohen, il brûlait la vache rousse, il a préparé au mont des Oliviers, et il a préparé devant le temple. Et regardez le temple, quand il préparait, il ne fallait pas qu'il y ait des murailles trop hautes pour qu'il ne puisse pas voir le temple. Parce que la muraille, elle entournait le Beth Amikdash. Donc, il fallait lui faire au moins une muraille, une partie de la muraille, qui était bas,
pour pouvoir voir de là-bas, hein, au moment de la préparation, pour pouvoir voir le temple. Pourquoi? Et s'il est dans le Har HaMishra, lui, quand il est dans le mont des Oliviers et il veut voir le temple, quel mur il va voir devant lui? Le mur est de l'esplanade pour voir le temple. Il va voir le portail du Echal où le Kohen Gadol, où les Kohanim rentraient pour travailler, où il y avait l'encensoir, la menorah, la table où on mettait le plan de proposition, etc. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Paradouma, parachat Nassau, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vehiza el nochach pene oel moed. Le Cohen, quand il préparait, il enlevait le sang, etc., il a préparé la vache, il fallait que ce soit nochach devant Petach oel moed. Quel Petach oel moed tu as dans le temple? C'est le Petach du Echal. Donc il fallait qu'il voie. Et lui, s'il était au mont des Oliviers, c'était là-bas où on faisait. Il faut lui laisser l'espace pour pouvoir bien voir. Utnaan, il est écrit dans ma Masechet Midot Kol HaPtachim Shayu Shem Gova Me'eser Amot. Ve'rochban Eser Amot, la hauteur, elle fait 10 mètres. La largeur, 5 mètres. Sauf la porte du Echal, vous savez combien elle faisait? 20 mètres d'auteur et 10 mètres de largeur. La porte du Echal, elle faisait 20 mètres d'auteur, c'était du bois. Je ne sais pas moi, elle devait peser quelques tonnes à mon avis, cette porte. Une porte épaisse pour qu'elle puisse bien résister, et les Kohanim lui ouvraient comme ça. Elle faisait 20 mètres d'auteur. Imaginez-vous, 20 mètres d'auteur. Comment on a installé ces portes? Ok, plus que 15 mètres alors. Hein? Ok, plus que 15 mètres d'auteur plafond. Par rapport au Echal, parce que le Echal que Hérode a fait, il faisait 50 mètres d'auteur. Ah. 50 mètres d'auteur, il était visible de tout Jérusalem. Il était fait avec du marbre de Marmara, qu'on a amené du sol de la mer. Et Hérode a choisi une couleur qui ressemblait à des vagues d'eau, que quand quelqu'un venait dans un certain moment de la journée, pouvait même avoir une illusion que c'était une maison faite en eau. Tellement c'était bien fait et bien préparé. La Gemara raconte que des fois, il y avait des touristes qui venaient, et quand ils rentraient dans la Hazara, dans certains carrelages qu'il a carrelés, ils levaient leur djellaba, ils avaient peur de se mouiller avec l'eau. Ils pensaient que c'était de l'eau. Et c'était du marbre avec des formes de vagues. Ça devait être des dessins à une dimension 3D, certainement. Et c'est incroyable. Et ils levaient leurs habits pour ne pas se mouiller. Et évidemment, ils rigolaient parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas d'eau. Mais comme ça, tellement c'était bien réussi, c'était le plus beau bâtiment à l'époque du monde entier. Tous les architectes qui voulaient se faire voir quelque chose de leur vie, ben, ils partaient le voir. C'est pour ça que vous rentrez aujourd'hui dans les fouilles du monde du temple, ils ont retrouvé une pierre, écoutez bien, une pierre où est gravé dessus en grec et en latin et en hébreu et encore dans des langues, ils ont trouvé une partie de la pierre dans les langues fréquentes à l'époque dans la région. Jusque-là est l'accès pour les non-juifs. De là, on ne peut plus rentrer. Attention, d'après la règle, ça peut même arriver à une peine de mort. Et voilà, c'était comme ça. Alors, Utnan, l'ifni mimeno, devant ce côté la Mizrach,
On avait encore un petit mur qui était fait avec du bois, qui était fait comme un filet, comme ça, en bois, comme ils font dans les Ezrat Nashim. Une belle truc en bois pour empêcher les gens à s'approcher. Et à part ça, depuis ce soir, on avait encore 5 mètres d'accès. Et c'est-à-dire que le mont du temple, on a la grande esplanade en haut, mais pour rentrer dans le mont du temple, quand tu veux arriver au niveau de la Ezrat Nashim, tu montais 12 escaliers. L'esplanade que Hérode a fait, elle fait 144 000 mètres carrés. Ça, c'est l'esplanade du temple. Avant l'esplanade, c'était comme des escaliers, comme un escalier, un grand escalier. Il fallait monter, il y avait un espace qui faisait 5 mètres. Après ces 5 mètres, tu montais 12 escaliers. Et après les 12 escaliers, tu as accès dans cette avant-cour, il y a le bois. Et de là-bas, tu re-rentres et tu rentres dans la Ezrat Nashim. C'était des escaliers. ו-12 מעלות היו שם, רום מעלה חצי אמה, ושלחה חצי אמה. Intéressant, point de vue architecture. Quelle est la hauteur des escaliers? Quelle hauteur il faut pour un escalier, vous savez? Je n'ai pas compris la question. La hauteur de l'escalier, combien il en faut? Je crois que c'est 20 cm le minimum. Non. 17. Il a fait bravo. Entre 17 cm, et si tu veux rendre moins accessible, tu augmentes un peu la dose de l'escalier. Comme là-bas, on n'a pas envie que le Beth Amikdash soit facile d'accès à tout le monde, on faisait les escaliers 25 cm selon Rabbi Chaim Naeh. Énorme. C'est beaucoup, 25 cm d'auteur. C'est très fatigant. Et exactement, pour ça, on voulait faire. D'ailleurs, vous savez que une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est extraordinaire. Un grand professeur m'a dit, comment tu contrôles le niveau de politesse d'une ville où tu vas, où tu marches? Vous savez? Et c'est véridique. Les escaliers. Non. La hauteur du trottoir dans les rues. Quand vous allez en Hollande et dans certaines zones en Europe, vous n'avez même pas de trottoir élevé. Vous avez un trait simple, un trait blanc sur la route. C'est une zone piétonne avec un trait qui fait la différence entre les gens, la marche piétonne et où les voitures ont droit de garer. Plus tu arrives dans des pays moins civilisés, avec des gens plus barbares, pour ne pas qu'ils montent dans les trottoirs avec leur voiture, on élève le trottoir. Vous allez au Maroc, les trottoirs, ils font 30 cm pour ne pas qu'on puisse monter dessus avec la voiture. Parce que les gens, ils ne font pas, même en Turquie, pareil, ils ne veulent pas que les gens ne respectent pas les espaces. Ils confondent tout entre l'espace qui est pour les voitures et l'espace qui est pour les piétons. Les piétons marchent dans la route et les voitures marchent sur le trottoir. Donc, dans ces pays-là, toujours, vous allez voir, il y a les trottoirs sont toujours élevés. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait des ravages, pour que ce soit plus difficile pour les gens de descendre et de monter. Donc, en tous les cas, c'est intéressant. Toujours l'escalier, il doit être l'hauteur comme la largeur, pour pouvoir mettre ton pied bien dessus, pour ne pas que tu tombes, surtout quand tu descends. Parce que quand tu descends, tu as une marge où ton pied, il va en l'air un peu, et il descend sur l'autre escalier. Mais si tu as 17, tu mets plus que 17, là, quoi qu'il arrive. Ouais. Ça dépend encore une fois, tout dépend parce que quand tu fais des escaliers, tout dépend quand tu fais une chambre d'escalier, des espaces que tu as entre les murs. Selon ça, on joue selon ça, à faire un peu plus étroit. Il y a un minimum, c'est sûr, il y a un minimum à assurer pour ne pas tomber. Mais ça, c'est les règles dans tous les cas.
Et, et donc, voilà, c'était comme ça leurs escaliers. Alors, imaginez-vous, selon Chazon Ish, c'était 30 centimètres l'escalier. Si tu me dis Khatsi Ama, c'est 30 centimètres. C'est beaucoup 30 centimètres. 30 centimètres, c'est ça. 30 centimètres. C'est une règle. Une hauteur d'un escalier comme ça. 30 centimètres, c'est beaucoup. Un escalier, il est comme ça. Il arrive en moyenne là, à 17. À peu près la moitié d'une règle. Il peut monter jusqu'à 20. Mais là, quand même, ça fait encore 10 centimètres. Bon, si ce n'est pas Hadonish, c'est jusque-là. Ça va, c'est encore correct. C'est assez correct. Pourquoi le Hadonish, il a dit 60 centimètres? Parce qu'il a dit que les gens étaient plus grands à l'époque. Étaient plus grands à l'époque et tout a rapetissé aujourd'hui. Donc, quand la Torah elle nous parle de Hama, on veut savoir quelle est leur dimension à eux. Pas la Hama d'aujourd'hui, le coude d'aujourd'hui, de leur époque à eux. Il s'est avéré dans toutes les fouilles archéologiques, et on n'a jamais trouvé des hommes qui dépassaient 1,70 m par rapport au squelette qu'on trouve. Par contre, dans quoi le Chazonish, lui, avait raison, et il s'avère que oui, il y a quelque chose qui a raison, c'est que les gens à l'époque avaient les bras plus longs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait moins d'efforts physiques dans ces générations-là. On est passé aux usines, aux industries, aux machines, déjà plus de 100 ans, 150 ans dès que ça a commencé comment dire, cette La révolution industrielle. révolution industrielle, les hommes utilisent font moins d'efforts avec les mains, ils attrapent moins sur les mains. Donc les bras sont plus courts, on le voit. À l'époque, où vous pouvez voir ça? Vous pouvez voir ça quand vous allez aller, pour voir ce que je dis que c'est vrai, quand vous allez aller dans des musées qui présentent des habits de l'époque, les habits de l'époque, vous allez voir toujours même des costumes, je ne parle pas des chemises. Avant à l'époque, la tendance, même aujourd'hui, une chemise, toujours, c'est un peu plus long qu'un costume. D'accord? Pourquoi? Pour permettre une sorte de tissu qui est en plus pour rendre beau. Donc, toujours, la chemise, elle déborde un peu du costume, le costume, il arrive là. Mais quand vous voyez les costumes de leur époque, si vous mesurez la manche, vous allez voir que leurs manches, elles arrivent pratiquement là. Pourquoi? Ils avaient encore 10 centimètres en plus dans leurs bras. Doucement, doucement, avec cette révolution industrielle, la personne a exprimé d'une autre manière ses bras. Il n'y a pas d'effort physique comme à l'époque, et ça a rapetissé. Donc le Chazonish, il avait sur quoi se baser, c'est intéressant. Et Rabbi Chaim Naeh, lui, il a dit, il n'y a rien qui a bougé dans la forme. Bon, ça, c'est pour savoir. Le Chazonish, il calcule la Hama à 60 centimètres. Et Rabbi Chaim Naeh, il la considère à 50 centimètres, un peu moins que 50. Le Chazonish, tout. Le Chazonish, il est parti pareil dans ce système, il a augmenté la dose du Kabetza, du Revit, du Log, du Kav, tout. Pour lui, dans tout, il a rajouté à peu près 10 à 15%. Il y a eu un grand débat dans les années 40 entre Chazonish et Rabbi Chaim Naeh. Chacun il a écrit des articles et des livres pour prouver sa méthode. Aujourd'hui, la majorité des gens n'acceptent pas l'argument du Chazonish par rapport au Yirouv, par rapport à Shabbat, par rapport aux choses. Pourquoi? Parce que même ils ont prouvé, ils ont une preuve du Rambam. Nous, les Sfarad, on fait comme le Rambam. À mon avis, ça devait être discuté déjà à l'époque. Il n'y avait pas des rabbins qui ont écrit, mais le Rambam, quand il parle du Kazaït, il dit le Kazaït, c'est comme 10 dirhams. Le dirham, c'était une pièce, une monnaie que Saladin a fait à son époque, Salah ad-Din. Il a fait la pièce qui s'appelait dirham. Le dirham, c'est le dirham. Aujourd'hui, le dirham, il existe au Maroc.
Le dirham, c'est une pièce, c'est une monnaie. Mais à l'époque, c'était une pièce qui avait un poids exact. Il y avait un poids d'or. On te disait un dirham d'or, un dirham d'argent. Et ils sont partis des spécialistes. Moi, j'étais parti, j'étais un des premiers, je crois, à aller le voir. J'étais à Paris. Je suis parti à la Bibliothèque nationale, dans la partie Richelieu-Drouot, à Paris. Il y a là-bas une collection incroyable de pièces de monnaie du monde entier. Vous pouvez là-bas voir les pièces authentiques de l'époque du roi David, des pièces de Salomon, des pièces de Bar Kokhba, toutes sortes de pièces que vous voulez. C'est la plus grande collection du monde de pièces. L'État français a gardé toutes ces pièces. Et chaque pièce, vous avez sa définition exacte. À combien elle a été usée. Parce que tu essaies de recomposer une pièce, ça s'use, surtout à l'époque. Elles n'étaient pas belles comme aujourd'hui, propres, des machines, et c'était pas avec du bronze, etc., pour renforcer la qualité de la pièce. Bon, en tous les cas, j'ai commandé à voir le dirham. J'ai calculé les années de Maïmonide, et je voulais voir les pièces du dirham de l'époque. Et la pièce, elle fait 2,7 grammes. Intéressant. À l'époque, Rav Ovadia Yosef, il disait que, et Rabbi Chaim Naï, il a dit, combien c'est le dirham? C'est 3 grammes. Alors, quand nous, on était enfants, toujours on nous disait, 30 grammes, c'est pour faire la bracha achrona, c'est pour faire, c'est ça, c'est kazaït, c'est 30 grammes. Après, ils ont dit 29 grammes. Moi, je suis parti chez Rav Ovadia Yosef il y a plus de 20 ans. Je lui ai dit, Rav, j'ai vérifié, c'est 2,7. Il m'a dit, merci mon fils, il m'a dit oui, j'ai eu des professeurs qui me l'ont dit, etc. Après, déjà, dans ses cours, il disait que celui qui veut faire que pour Kazaït, c'est 27 grammes, et pas plus. Non, il faut le savoir. Pourquoi on sait? Parce que Rambam, il a écrit clair. Le Rambam, c'est le premier qui a pris la méthode du volume et qui l'a fait passer au poids. Avant Rambam, il n'y a personne qui a pris le volume et qui l'a transféré au poids. C'est le Rambam le premier qui a voulu rendre ça plus pratique et il a parlé de quelque chose de courant, comme la notion du gramme. Donc il a parlé du dirham, c'était une pièce facile à estimer, elle était dans les mains de tout le monde. Donc il est parti parler du dirham. C'est pour lui un moyen. Comme on dit aujourd'hui, aujourd'hui c'est universal. Centimètre, un inch, tout ça c'est des mesures universelles. Et voilà. Et donc le Rambam il a utilisé ça et de là on est arrivé au kazaït. Tout ça, c'est pour vous expliquer comment on revient au compte du Hama. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer à parler des Hamot et on va voir les escaliers, les accès à Zarat Israël, à Zarat Nashim, etc. Vous allez voir, je vais vous montrer des choses très intéressantes. En fait, quand on rentrait en Eretz Israël, le Kohen, il était au mont des Oliviers. On avait un char à Mizrach, le char à Mizrach de la muraille d'en bas du mont du Temple, qui faisait 10 mètres de hauteur. On rentrait dans char à Mizrach. On avait le compte Khatiyama, qui faisait. Ensuite, on a le mur de la Hazarat Nashim qui fait 20 ou 10 mètres de hauteur. Ensuite, on monte encore 7 mètres et demi de la Hazrat Nashim dans les escaliers à la Hazrat Kohanim, il y avait les Lévim là-bas qui se tenaient là-bas, que je vous ai expliqué. Et ensuite, de la Hazrat Kohanim, on avait encore 12 escaliers qui montaient de là-bas au Oulam. Oui, 12 escaliers qui faisaient encore 6 mètres de hauteur. Et de là-bas, on a le portail du Oulam qui fait 20 mètres de hauteur. Maintenant, le Kohen qui est dans le monde des Oliviers, il voit clair, même qu'il y a la muraille, même qu'il voit la muraille qui tourne le mont du Temple, elle est réduite par rapport au Echal. Donc celui qui est là-bas sur le mont des Oliviers, il voit directement avec ses yeux, même qu'il y a des murailles,
comme c'est élevé, ça commence à être élevé, il arrive à voir directement du monde de l'olivier l'apport du Echan. On parlera de ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Yom Tov, Shabbat Shalom Uvorach.